Marcher dans la vie ressemble à naviguer au milieu d'une mer agitée. Les vagues frappent sans relâche, le vent change sans prévenir, et tu ne pourras jamais décider à quel point la tempête sera forte. Cependant, ce que tu peux faire, c'est ajuster les voiles de ton bateau. C'est la véritable différence entre sombrer dans le chaos ou avancer avec détermination. La force ne réside pas dans le contrôle de l'incontrôlable, mais dans la maîtrise de la manière dont tu réagis à ce que tu dois vivre. Le stoïcisme est cette boussole qui te rappelle où se trouve ton véritable pouvoir. Ce n'est pas une philosophie ancienne conservée dans des pages poussiéreuses, mais une méthode pratique pour faire face aux coups de la vie sans te briser. Aujourd'hui, les gens se perdent dans les distractions, se consument en attendant un bonheur facile ou gaspillent leur énergie à essayer de contrôler ce qui ne dépendra jamais d'eux. Cette erreur est ce qui éteint la clarté, la force et la sérénité qu'ils recherchent tant. Cette vidéo ne prétend pas te donner de jolies phrases pour passer le temps. Son but est de t'enseigner, de manière sérieuse et directe, comment entraîner ton esprit à résister, à grandir et à reprendre le contrôle de toi-même. 8 leçons qui, si tu les appliques avec discipline, peuvent devenir une arme puissante pour transformer la façon dont tu vis. Reste jusqu'à la fin, car ce que tu découvriras ici n'est pas un réconfort éphémère, mais une façon de vivre capable de te redonner la liberté intérieure et de continuer ta vie de la meilleure façon possible. 1. Arrête d'attendre le moment parfait et agis aujourd'hui. Un sablier ne s'arrête jamais, les grains tombent sans interruption et ne s'arrêteront pas pour ta volonté. Tu peux le retourner encore et encore, mais tu ne peux jamais empêcher le sable de continuer à tomber. Il en va de même pour la vie. Le temps ne se fige pas pour que tu sois prêt. Il n'attend pas que tu aies moins peur, ni que les circonstances s'alignent. Croire au moment parfait est comme espérer qu'une mer en tempête se calme par compassion pour toi. C'est une douce illusion confortable et destructrice, car pendant que tu attends ce moment idéal, tu laisses passer les jours qui auraient pu te rapprocher de ton but. Les stoïciens l'avaient bien compris, le seul terrain solide est le présent. Tout le reste est illusion. Le lendemain est hors de ton contrôle et le passé ne t'appartient plus, mais le présent est le seul espace où tu peux agir avec clarté. Chaque fois que tu décides de retarder un changement, chaque fois que tu dis « plus tard », tu renforces la chaîne invisible de l'inaction. Et cette chaîne pèse plus lourd que n'importe quel échec, car celui qui échoue n'est pas celui qui essaie et tombe, c'est celui qui n'ose jamais faire le pas. Agir aujourd'hui ne signifie pas se lancer sans raison ni mesure. Cela signifie ne pas se rendre face à la paralysie du perfectionnisme. Marc Aurèle rappelait que perdre du temps, c'est perdre la vie, car ce que tu remets réellement à plus tard, ce ne sont pas des heures, mais des fragments de toi-même qui ne reviendront pas. Si tu attends de te sentir prêt, tu ne le seras jamais. La vraie préparation naît en chemin, pas avant. Le caractère se forge avec les mains à l'œuvre, pas avec des plans parfaits dans la tête. Regarde autour de toi. Combien d'idées meurent parce qu'elles ont été gardées pour un meilleur lendemain? Combien de rêves finissent oubliés parce que quelqu'un a cru que ce n'était pas encore le moment? La vérité est dure mais libératrice. Il n'y aura jamais de moment parfait. Et si ce que tu désires a du sens, commence aujourd'hui avec ce que tu as, même si cela semble peu, même si ce n'est pas idéal. Cette action, aussi petite soit-elle, est déjà un acte de rébellion contre l'inertie qui dévore des vies entières. Le perfectionnisme est l'excuse la plus élégante de la lâcheté. Il se déguise en prudence, en logique, en stratégie. Mais au fond, c'est de la peur déguisée. Les stoïciens y faisaient face avec discipline et un principe clair. Fais ce qui est en ton pouvoir, maintenant. Tu n'as pas de contrôle sur le résultat final, ni sur la façon dont le monde réagira. Mais tu as le contrôle sur ton effort à cet instant précis. C'est la victoire silencieuse de l'homme qui agit. Chaque jour que tu choisis de remettre à plus tard te vole ta liberté, car tu vis conditionné par un avenir incertain qui n'arrive jamais comme tu l'imagines. Chaque jour que tu choisis d'agir, même avec de petits pas, tu reprends le contrôle de ta vie. Agir aujourd'hui est une déclaration d'indépendance, un message clair à toi-même.
Je n'ai pas besoin d'attendre. Je suis capable de construire au milieu de la tempête. Alors n'attends pas que le sablier s'arrête, car il ne le fera pas. Arrête de chercher un ciel sans nuages pour commencer à naviguer. Fais le pas, même si ta main tremble. Le chemin ne s'ouvre pas avec des intentions, il s'ouvre avec de l'action. Et cette action, prise aujourd'hui, sera la graine de ta clarté, de ta force et de ta sérénité demain. 2. Concentre-toi sur ce qui dépend de toi et lâche ce qui ne dépend pas de toi. Un archer prépare soigneusement son tir, ajuste la corde, respire et lâche la flèche. Son contrôle s'arrête là. Il ne contrôle pas le vent. Il ne contrôle pas si un oiseau traverse l'air à ce moment-là. Il ne contrôle pas que la cible bouge. Il peut entraîner sa technique, renforcer son bras, perfectionner sa visée, mais il ne possédera jamais ce qui se passe après avoir libéré la flèche. C'est ainsi que fonctionne la vie. Ton pouvoir s'arrête à l'effort, à l'intention et à l'action qui sont sous ton contrôle. Tout le reste appartient à un territoire étranger qui, si tu insistes pour le contrôler, ne te laissera que frustration et épuisement. Les stoïciens appelaient cela la dichotomie du contrôle. Séparer ce qui dépend de toi de ce qui ne sera jamais entre tes mains. L'erreur la plus courante est d'investir de l'énergie dans ce que tu ne peux pas changer. Les opinions des autres, les réactions inattendues, la chance, les caprices du destin. Pendant ce temps, tu abandonnes la seule chose que tu peux vraiment contrôler. Tes décisions, ta discipline, ta réponse à chaque situation. Prétendre le contraire, c'est comme vouloir arrêter la marée avec tes mains. La mer suivra son cours, et le seul vrai pouvoir est d'apprendre à naviguer ses mouvements. Lorsque tu concentres ton attention sur ce qui dépend de toi, tu libères une énergie immense qui était auparavant piégée dans l'anxiété. Le poids de contrôler l'incontrôlable est comme porter un sac à dos plein de pierres qui ne t'appartiennent pas. Chaque attente sur le comportement des autres, chaque tentative de forcer tout à être comme tu l'imagines, ajoute une autre pierre à ton dos. Les stoïciens nous invitent à lâcher ce poids et à marcher avec juste ce qu'il faut, avec ce qui est nécessaire, avec ce que tu peux vraiment gérer. Pense à la différence entre celui qui essaie de plaire à tout le monde et celui qui se concentre sur l'action juste. Le premier se consume dans la critique, change de cap à chaque commentaire et ne trouve jamais la paix. Le second comprend qu'il ne peut pas contrôler l'approbation, mais bien la cohérence avec ses valeurs, et c'est là qu'il trouve la sérénité. Il en va de même pour l'adversité. Tu ne peux pas empêcher une maladie, une perte ou une trahison d'arriver, mais tu peux décider comment les affronter. Le pouvoir n'est jamais dans la circonstance, il est dans la réponse. La vie moderne multiplie ce piège. Nous vivons obsédés par ce que pensent les autres, par ce qui pourrait arriver demain, par les problèmes que nous ne pouvons résoudre, peu importe combien nous essayons. Cette dispersion mentale épuise la clarté et nous laisse vides. La solution stoïcienne est simple et radicale. Dirige ton regard vers ce que tu peux influencer maintenant. Peux-tu entraîner ton esprit? Oui. Peux-tu choisir comment parler, comment agir, comment prendre soin de ton corps? Oui. Peux-tu contrôler l'avenir? Non. Alors arrête de t'épuiser pour lui. La grandeur ne se mesure pas par ce que tu contrôles à l'extérieur, mais par la maîtrise que tu atteins à l'intérieur. Les stoïciens parlaient de liberté intérieure, celle qui ne dépend pas des gouvernements, des climats, ni des volontés étrangères. Personne ne peut te prendre ton attitude, ta décision de garder ton calme, ta détermination à continuer avec courage. Et quand tu comprends cela, tu découvres qu'une grande partie de la souffrance était inutile, née de la lutte contre un mur qui ne bougerait jamais. L'archer ne maudit jamais le vent, il se concentre sur l'entraînement de la main qui tient l'arc. Tu n'as pas non plus besoin de te battre avec ce que tu ne peux pas changer. Concentre-toi sur ce qui est sous ton pouvoir, lâche le reste et tu verras comment ton esprit s'éclaircit. Parce qu'au final, la vraie victoire n'est pas de contrôler le monde, mais de te conquérir toi-même. 3. Accepte la douleur quand elle arrive, mais ne nourris pas la souffrance. Le feu ne demande pas si tu le veux près de toi, il brûle simplement.
Si tu tends la main vers lui, tu ressentiras la blessure, que tu le veuilles ou non. C'est ainsi que la douleur agit dans la vie. Elle n'arrive pas avec ton permission. Elle ne respecte pas les horaires. Elle ne demande pas si tu es prêt. Elle se présente soudainement et te force à l'affronter. Prétendre une existence sans douleur est une illusion dangereuse, car la vie, avec toute sa beauté, est aussi faite de pertes, de coups, de déceptions et d'épreuves. La douleur est inévitable, mais ce que tu peux éviter, c'est de la transformer en souffrance. Cette différence est ce qui définit si tu sors renforcé d'une situation ou si tu finis par te briser intérieurement. Les stoïciens ont bien compris que la douleur fait partie naturellement du chemin, mais que la souffrance est une construction mentale qui dépend de toi. Marc Aurèle a écrit que si tu es affligé par quelque chose d'externe, la douleur n'est pas due à la chose en soi, mais à l'interprétation que tu en fais. C'est là la racine de tout. La douleur est la blessure, mais la souffrance est l'histoire que tu te racontes autour de cette blessure. Quand tu répètes sans cesse « Pourquoi moi ?», quand tu nourris la blessure avec des lamentations et des pensées circulaires, tu prolonges un état qui n'avait pas besoin de durer si longtemps. Accepter la douleur n'est pas synonyme de résignation ou de froideur, mais de lucidité. C'est reconnaître que la vie ne se plie pas à tes désirs et qu'il y a des moments où il ne reste plus qu'à supporter le coup. Le stoïcien ne cherche pas à éviter la douleur, car il sait que ce serait lutter contre l'impossible. Ce qu'il évite, c'est de devenir prisonnier de son propre esprit. Celui qui essaie d'échapper à la douleur la cache, la nie ou la déguise, mais tôt ou tard elle revient, plus forte, parce qu'elle n'a pas été traitée. En revanche, celui qui l'accepte fermement la traverse et la transforme en force. La différence entre la douleur et la souffrance peut être illustrée par un exemple clair. Tu perds un emploi. La douleur surgit immédiatement. L'incertitude, la peur, le sentiment de vide. Il est naturel et humain de la ressentir. Mais la souffrance commence quand, au lieu de chercher des solutions ou d'apprendre de l'expérience, tu te répètes pendant des semaines que tu ne vaux rien, que tout est contre toi, que tu ne pourras jamais te relever. Ce dialogue interne est le véritable ennemi, car il prolonge inutilement une blessure qui était déjà faite. Les stoïciens parlaient de l'importance de séparer l'inévitable de l'optionnel. La douleur appartient à l'inévitable, elle fait partie de la condition humaine. La souffrance, en revanche, est optionnelle, car elle dépend de ta participation. Épictète le résumait dans un enseignement radical. Ce ne sont pas les choses qui nous blessent, mais l'opinion que nous avons d'elles. Si tu adoptes une vision claire, tu peux ressentir la douleur sans te noyer dans la boue de la souffrance. Accepter la douleur signifie aussi lui donner un sens. La tristesse utile enseigne, te rend plus conscient, te montre ce que tu valorises et ce que tu as besoin de renforcer. La tristesse toxique, en revanche, t'enferme seulement dans une boucle sans issue. Savoir les distinguer est un entraînement nécessaire. La douleur que tu acceptes peut devenir ton maître, celle que tu rejettes devient ton bourreau. La vie moderne, avec sa hâte et ses promesses de bonheur constant, a généré une intolérance à la douleur. On nous a fait croire que ressentir de l'inconfort est une erreur, que la tristesse doit être éliminée immédiatement. Mais les stoïciens savaient que sans douleur, il n'y a pas de croissance, que sans coup, il n'y a pas de résistance. La souffrance surgit lorsque nous exigeons de la vie qu'elle soit seulement lumière et que nous rejetons les ombres qui la rendent complète. 4. Transforme chaque obstacle en une opportunité de croissance. Un mur devant toi peut être vu de deux façons. Pour certains, c'est une fin, une limite insurmontable qui leur vole toute leur force. Pour d'autres, c'est un gymnase déguisé, un mur contre lequel s'entraîner à la résistance, à la patience et à la ruse. La différence ne réside pas dans le mur, mais dans la façon dont tu le regardes. C'est le cœur du stoïcisme. Les obstacles ne sont pas des punitions, ils sont la matière première pour grandir. Ils sont l'épreuve qui te force à développer des muscles qui autrement n'apparaîtraient jamais. Marc Aurèle l'a exprimé avec force. Ce qui se met en travers de la route devient la route. Chaque adversité peut se transformer en outil si tu décides de l'utiliser comme tel.
L'erreur commune est de supposer que les problèmes sont des ennemis. En réalité, ce sont des entraîneurs inconfortables qui te forcent à découvrir des ressources internes que tu ignorais. La douleur physique enseigne au corps à se renforcer. De la même manière, l'obstacle mental enseigne à l'esprit à être plus clair et résistant. Si tu fuis, tu n'apprends jamais. Si tu l'affrontes, le mur devient une échelle. La vie quotidienne est remplie de petits et grands tests qui provoquent souvent de la frustration. Le trafic insupportable, la maladie inattendue, la trahison d'un proche, la perte d'un emploi. Rien de tout cela n'était dans tes plans, mais cela arrive quand même. La réaction immédiate est de se plaindre ou de se rendre. Le stoïcien arrête cette réaction automatique et demande « Qu'est-ce que je peux apprendre de cela ? Comment puis-je utiliser ce coup pour devenir plus fort ?» Ce changement de perspective transforme ce qui semblait être une malédiction en un champ d'entraînement personnel. Pense-y en termes simples. L'athlète ne devient pas plus fort en soulevant des plumes, mais en supportant des charges qui lui semblent lourdes. Le caractère humain ne se forge pas en des jours confortables, il se forge dans la difficulté. Chaque obstacle est comme un poids ajouté à ta vie, inconfortable, dur, mais nécessaire pour que tu développes une force que tu n'avais pas. Les éviter t'affaiblit, les embrasser te façonne. Ce qui est intéressant, c'est que les obstacles révèlent aussi tes vraies valeurs. Quand tout va sans accroc, n'importe qui peut prétendre être serein et clair. Quand la tempête frappe, on voit qui garde son calme et qui se brise. Les stoïciens cherchaient justement cela, tempérer l'esprit dans l'adversité pour découvrir jusqu'où ils pouvaient aller. Il ne s'agit pas de chercher la douleur pour le plaisir, mais de reconnaître que puisqu'elle est inévitable, tu peux l'utiliser comme un outil. Dans la pratique quotidienne, cet enseignement signifie arrêter de demander « pourquoi cela m'arrive » et commencer à demander « pourquoi cela m'arrive ». Cette transition te sort du rôle de victime et te place dans le rôle de protagoniste. Au lieu de penser que la vie conspire contre toi, tu comprends que la vie collabore avec toi, bien que de manière dure, pour tirer le meilleur de toi. Il ne s'agit pas de romantisme naïf, mais de stratégie. Un esprit qui interprète les obstacles comme un entraînement est toujours plus fort que celui qui ne voit que des punitions. En transformant un obstacle en opportunité, tu ne nies pas la difficulté, tu transformes ta relation avec elle. Le mur est toujours là, mais il devient maintenant un outil. La maladie peut être l'occasion de prendre davantage soin de ton corps et d'apprécier la santé. La perte peut être l'occasion de développer la résilience et la gratitude. L'échec peut être le terrain fertile d'un nouveau départ avec plus de sagesse. Chaque obstacle contient en secret une graine de croissance. 5. Embrasse ta vulnérabilité et utilise-la comme source de force authentique. Un verre semble fragile parce qu'il peut se briser facilement, mais c'est précisément dans sa transparence que réside sa puissance. Il permet de voir à travers lui, laisse passer la lumière et connecte ce qui est à l'intérieur avec ce qui est à l'extérieur. Il en va de même pour la vulnérabilité humaine. Nous avons tendance à la confondre avec la faiblesse, avec une fragilité dangereuse, alors qu'en réalité, elle peut être l'une de nos plus grandes forces si nous la comprenons bien. Se montrer vulnérable ne signifie pas se rendre, ni s'exposer sans défense. Cela signifie accepter ce que tu es sans masque et transformer cette acceptation en véritable courage. Le monde moderne a vendu l'idée que la force, c'est de ne pas montrer de fissures, que la dureté est synonyme d'invulnérabilité. Mais rien n'est plus éloigné de la réalité. Les stoïciens savaient que la véritable force ne se construit pas en niant la vulnérabilité, mais en l'intégrant. Épictète rappelait que nous ne choisissons pas les circonstances, mais nous choisissons comment les affronter. Et accepter que tout n'est pas sous notre contrôle est le premier pas pour agir avec sagesse. Reconnaître sa propre vulnérabilité est un acte de lucidité, car il te libère de l'illusion d'être intouchable et te prépare à affronter avec plus de clarté les coups inévitables de la vie.
La vulnérabilité toxique est celle qui te confine dans le rôle de victime, celle qui utilise la douleur comme excuse pour ne pas avancer, celle qui demande constamment de la compassion sans chercher à grandir. Cette forme de vulnérabilité est une dépendance, une faiblesse déguisée en sincérité. La vulnérabilité saine, en revanche, est celle qui naît du courage de te regarder tel que tu es, d'accepter tes limites et à partir de là de construire une véritable force. Il ne s'agit pas d'exhiber des blessures pour susciter la pitié, mais de les reconnaître pour apprendre à les guérir et à les transformer. En pratique, embrasser ta vulnérabilité signifie oser dire ce que tu ressens sans craindre d'être jugé. Reconnaître quand tu as besoin d'aide sans penser que cela te rend inférieur, te permettre d'échouer sans que l'échec détruise ton estime de toi. Cela signifie arrêter de dépenser de l'énergie à construire une fausse armure et la diriger vers le renforcement de ton caractère. Lorsque tu acceptes que tu peux te briser, tu découvres également que tu peux te réparer. Et cette capacité de réparation est beaucoup plus puissante que n'importe quelle façade rigide. La véritable force naît précisément de cette transparence. Pense à quelqu'un qui a toujours l'air d'aller bien, qui ne montre jamais de fatigue ni de peur. Cette personne peut sembler forte, mais en réalité, elle est piégée dans un masque. Il suffit d'un coup inattendu pour que cette façade s'effondre. En revanche, celui qui a accepté ses fissures, qui reconnaît ses peurs et ses limites, est déjà prêt à résister, car il ne dépend pas d'une illusion. La vulnérabilité le rend flexible, et la flexibilité est ce qui survit aux tempêtes les plus dures. Les stoïciens pratiquaient ce principe en affrontant leurs propres peurs et en acceptant l'incertitude comme partie intégrante de la vie. Ils savaient que la rigidité extrême se brise, tandis que la flexibilité consciente résiste. Montrer sa vulnérabilité, c'est accepter que tu ne contrôles pas tout, que tu peux perdre, que tu peux ressentir de la douleur, et pourtant marcher la tête haute. Ce courage humble est plus puissant que n'importe quelle façade de dureté vide. La prochaine fois que tu penses que te montrer vulnérable est un signe de faiblesse, souviens-toi que c'est dans cette ouverture que se cache ta force. Car le véritable pouvoir n'est pas de prétendre que rien ne t'affecte, mais d'avoir la capacité d'être honnête avec toi-même, de supporter tes fragilités et de les transformer en moteur de croissance. La vulnérabilité bien comprise est la preuve que tu n'as pas besoin d'être invincible pour être fort. Tu as besoin d'être authentique. 6. Fais de tes valeurs non négociables ta boussole dans chaque décision. Les tempêtes les plus dangereuses ne sont pas toujours celles que tu vois à l'horizon, mais celles qui se lèvent en toi quand tu ne sais pas où aller. Dans la vie, ce n'est pas le manque d'opportunités qui fait le plus de dégâts, mais l'absence d'une direction claire. Quand tu n'as pas de valeur solide pour guider ta route, n'importe quel vent te pousse, n'importe quelle voix externe te confond, n'importe quelle tentation te détourne. C'est pourquoi les valeurs non négociables sont plus que de simples idées. Ce sont des ancres et des boussoles qui maintiennent ta direction quand tout autour semble instable. Le problème de beaucoup est qu'ils changent de principe selon la commodité du moment. Aujourd'hui, ils défendent quelque chose si cela leur est bénéfique. Demain, ils le trahissent si cela les dérange. Cette façon de vivre épuise, car chaque concession détruit peu à peu le respect de soi. Les stoïciens l'avaient bien compris. L'intégrité est la base de la force intérieure. Sénèque rappelait qu'il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas à quel port il se dirige, et cette phrase résume clairement ce qui se passe quand tu agis sans valeur définie. Les valeurs non négociables ne sont pas des phrases que tu dis pour bien paraître, ce sont des engagements profonds que tu tiens même quand personne ne te regarde. Cela signifie que si ton principe est l'honnêteté, tu ne l'abandonnes pas, même si tu mens par commodité. Cela signifie que si ta boussole est la justice, tu ne fermes pas les yeux quand tu vois une injustice parce que c'est plus confortable pour toi. Cette fermeté ne te rend pas rigide, elle te rend fiable, d'abord pour toi-même et ensuite pour les autres. Vivre avec des valeurs claires n'évite pas les difficultés, mais te donne de la sérénité face à elles.
Quand tu sais ce que tu ne vas jamais négocier, les décisions se simplifient. Tu ne perds pas de temps à hésiter entre ce que tu désires et ce que tu dois, car tu as déjà un cadre qui ordonne tes actions. La valeur est de choisir ce qui est juste, même si cela implique des sacrifices, car à la fin, ce que tu perds en confort, tu le gagnes en force intérieure. Le monde actuel promeut le contraire, relativisme, commodité, recherche de raccourcis. On récompense celui qui obtient des résultats, même s'il trahit ce qu'il a dit croire. Mais cette victoire est éphémère, car tôt ou tard, le vide se fait sentir. Les stoïciens enseignaient que la véritable liberté vient de l'obéissance à ta raison et à tes principes, pas à la pression externe ou aux caprices du moment. Celui qui est guidé par des valeurs solides peut perdre des batailles immédiates, mais il gagne la guerre la plus importante, celle de ne pas se trahir lui-même. Tes valeurs non négociables sont ton refuge dans l'adversité et ton filtre dans l'abondance. Elles t'empêchent de te corrompre quand tu as du pouvoir et de te rendre quand tu fais face à la douleur. Sans elles, tu es comme une feuille emportée par le vent. Avec elles, tu es comme un arbre qui résiste à la tempête parce que ses racines sont profondes. Fais de tes valeurs ta boussole et ne les change pas par commodité. C'est la différence entre vivre comme quelqu'un qui improvise chaque jour ou vivre comme quelqu'un qui sait qui il est et où il va. Et quand tu réussis à maintenir cette cohérence, tu découvriras qu'en plein milieu de la confusion du monde, tu auras toujours la clarté pour avancer avec assurance. 7. Pratique chaque jour l'art de lâcher ce que vous ne contrôlez pas. L'eau que vous essayez d'attraper avec vos mains s'échappe toujours entre vos doigts. Peu importe la force que vous utilisez, vous ne pourrez jamais la retenir. C'est l'image parfaite de ce qui se passe lorsque vous vous accrochez à l'incontrôlable. Vous investissez de l'énergie, vous vous épuisez, mais à la fin vous restez vide, fatigué et les mains vides. La vie est pleine de ces eaux impossibles à contenir, le passé qui ne revient pas, les décisions des autres, la chance de demain. Les stoïciens ont compris que la sérénité n'est pas atteinte en luttant contre cela, mais en le lâchant fermement, en reconnaissant que la liberté naît lorsque vous décidez de laisser aller ce qui n'a jamais dépendu de vous. L'erreur la plus courante est de penser que lâcher prise équivaut à abandonner. Rien n'est plus faux. Abandonner, c'est laisser tomber ce qui est entre vos mains, tandis que lâcher prise, c'est avoir l'intelligence de différencier ce que vous pouvez changer de ce que vous ne pouvez pas. Marc Aurèle, dans ses méditations, répétait qu'il n'avait aucun sens de se mettre en colère contre l'inévitable, car en le faisant, on devient esclave de ce qui est déjà décidé. La clé est d'utiliser l'énergie seulement là où elle peut faire une vraie différence. En pratique, l'art de lâcher prise se traduit par ne pas perdre son calme face aux opinions des autres, par arrêter de s'obséder sur la façon dont les autres réagissent, par ne pas revivre 100 fois une erreur que vous avez déjà commise. Cela signifie arrêter de porter un sac à dos plein de pierres qui ne sont même pas les vôtres. Au début, c'est difficile, parce que l'esprit est entraîné à s'accrocher aux souvenirs, aux attentes, à l'idée que si vous pensez assez, vous pourrez peut-être changer le passé. Mais plus vous serrez cette charge, plus vous créez d'esclavage. Les stoïciens proposaient des exercices simples pour entraîner ce détachement. L'un d'eux consistait à se rappeler chaque jour la dichotomie du contrôle. Au réveil, se demander ce qui dépend de vous et ce qui ne dépend pas. Si cela dépend de vous, agissez. Si ce n'est pas le cas, acceptez-le. Un autre exercice était la visualisation négative. Imaginez perdre ce que vous appréciez, non pas pour souffrir à l'avance, mais pour vous rappeler que rien n'est garanti et que votre paix ne doit pas en dépendre. Ces pratiques renforçaient l'esprit, lui apprenant à lâcher prise avant que la réalité ne l'oblige à le faire avec douleur. Pensez à la différence entre deux personnes qui font face à la même perte. L'une s'accroche pendant des années à ce qui n'est plus là, portant la souffrance comme une identité. L'autre, bien qu'elle ressente de la douleur, comprend que retenir l'impossible ne fait que prolonger la blessure, et peu à peu, elle lâche prise, se permettant d'avancer.
La vie ne récompense pas celui qui s'accroche le plus, elle récompense celui qui sait libérer et continuer. La société actuelle, obsédée par le contrôle, fait que lâcher prise semble un échec. On nous dit que nous devons contrôler chaque détail, planifier chaque instant, anticiper chaque résultat, mais cette illusion est dangereuse. Personne ne contrôle tout, et plus vous essayez d'en faire, plus vous accumulez de frustration. Le stoïcien ne cherche pas à dominer l'univers, il cherche à se dominer lui-même, et dans ce choix, il trouve un véritable pouvoir. Lâcher prise est un acte de courage parce qu'il vous confronte à la vérité que vous ne possédez pas tout, et pourtant, vous choisissez de marcher avec sérénité. Chaque fois que vous laissez aller une pensée qui vous tourmente, une attente impossible ou une blessure qui ne peut plus guérir comme vous l'espériez, vous récupérez un fragment de votre liberté intérieure. La légèreté mentale ne vient pas du fait d'avoir moins de problèmes, mais de ne pas porter ceux qui ne vous concernent pas. À la fin, la vie mettra toujours de l'eau entre vos mains. Essayez de la retenir et vous perdrez de la force. Apprenez à la lâcher et vous gagnerez en paix. L'art de lâcher prise est l'art de se libérer, et celui qui le pratique. 8. Souviens-toi toujours, tu ne contrôles pas le vent, mais tu peux ajuster tes voiles. Un marin ne peut pas décider où le vent soufflera, ni combien de temps durera la tempête, ni combien de temps la mer mettra à se calmer. Il peut crier, il peut maudire, il peut résister, mais le vent suivra son cours sans lui demander son avis. La seule chose qui est vraiment entre ses mains est la façon dont il place ses voiles. Cette image est l'essence du stoïcisme appliqué. Le monde avance avec des forces que tu ne contrôleras jamais, et prétendre les dominer est aussi inutile que vouloir arrêter une tempête avec tes mains. La sagesse consiste à apprendre à bouger tes voiles, à t'adapter avec clarté et fermeté sans te briser face à l'inévitable. L'erreur la plus courante est de vivre avec l'obsession de vouloir que tout se passe exactement comme tu l'imagines. Tu veux que les gens agissent comme tu l'attends, que les plans se déroulent dans les moindres détails, que la vie obéisse à tes calculs. Et quand cela n'arrive pas, la frustration, la colère, le sentiment d'injustice apparaissent. Mais la vie n'a jamais promis de se conformer à tes désirs. Les stoïciens l'avaient bien compris, tu ne peux contrôler que l'extérieur, seulement ta réponse. La différence entre couler et avancer réside dans la flexibilité que tu as à bouger tes voiles face au vent contraire. Imagine que ta vie est une maison construite au milieu d'une tempête. Tu peux la décorer avec des meubles coûteux, accrocher des tableaux brillants sur les murs et prétendre que tout est en ordre. Mais si les fondations sont fissurées, tôt ou tard, le vent la renversera. C'est ainsi que fonctionne ton existence sans amour-propre. Ce que tu prétends à l'extérieur ne résiste pas à ce qui se passe à l'intérieur. L'amour-propre n'est pas un accessoire, c'est la base solide qui soutient tout le reste. Si tu ne l'as pas, ce que tu construis devient une ruine. Si tu le renforces, même au milieu du chaos, ta structure reste debout. L'amour-propre ne s'agit pas d'un caprice ni de phrases vides de motivation. C'est une position sérieuse face à la vie. C'est décider que tu ne vas pas dépendre des applaudissements des autres pour te sentir valable, parce que le jour où ces applaudissements manqueront, ton monde s'effondrera. Une personne qui ne se place pas au centre de sa propre scène finit par vivre l'œuvre que d'autres écrivent, en interprétant un rôle qu'elle n'a pas choisi, en acceptant des dialogues qui n'ont jamais résonné dans sa voix. C'est pourquoi ce chemin que nous allons parcourir ne cherche pas à te flatter l'oreille, il cherche à éveiller en toi la force que tu as déjà, mais que tu as peut-être oubliée. Parce que l'amour-propre n'est pas attendre que quelqu'un d'autre te valorise, c'est te valoriser toi-même, avec des faits, avec de la discipline et avec la fermeté de poser des limites. Et si tu n'apprends pas à construire cette relation avec toi-même, le monde se chargera de te rappeler que celui qui ne se respecte pas finit toujours par perdre. Mets ta vie au centre de ta scène. Imagine un théâtre plein de monde, les lumières allumées, le rideau ouvert, et toi debout au milieu de la scène. Mais au lieu d'être le protagoniste de ta propre pièce, tu as cédé ce rôle à d'autres.
Ils décident quoi dire, quoi ressentir, comment agir, et tu observes depuis un coin comme un simple spectateur de ta propre existence. C'est la réalité de beaucoup de personnes. Elles vivent en suivant des scripts écrits par les attentes des autres, en s'adaptant à des rôles qu'elles n'ont jamais choisis. Le problème est que lorsque tu laisses d'autres occuper ta place centrale, ton histoire perd son sens et ta vie devient une œuvre sans authenticité. Récupérer ta scène signifie revendiquer ton droit d'être l'auteur, le réalisateur et le protagoniste de ta vie, sans demander la permission et sans craindre de décevoir qui que ce soit. Aimer la vie commence par la placer là où elle doit être, entre tes mains. Tu ne peux pas construire un futur épanoui si tu relègues constamment tes besoins au second plan pour plaire aux autres. Les stoïciens le savaient bien. Personne ne peut vivre pour toi, personne ne peut souffrir pour toi et personne ne peut trouver ton but pour toi. Prétendre que la valeur de ta vie réside dans ce que les autres pensent ou décident, c'est te livrer comme un esclave volontaire. Mettre ta vie au centre signifie reconnaître que tes décisions, tes pensées et tes actions sont celles qui tracent la voie et qu'il n'y a personne d'autre responsable de ton destin que toi-même. Bien sûr, cette position n'est pas confortable, car elle implique de porter le poids de tes choix. Quand tu mets ta vie en avant, les excuses disparaissent. Tu ne peux plus pointer du doigt les autres comme coupables de ton malheur. C'est le coup d'être le protagoniste. Assumer que le bien ou le mal de ton chemin est entre tes mains. Et c'est là que beaucoup reculent, car il est plus facile de vivre en pilote automatique, en blâmant le passé, la famille, la société ou la malchance. Mais si tu choisis de suivre ce chemin, tu ne connaîtras jamais la force qui naît lorsque tu prends le contrôle de ton histoire. Les stoïciens parlaient de l'importance de vivre avec intention, de ne pas gaspiller la vie en distraction ou en complaisance. Sénèque disait que ce n'est pas que nous avons peu de temps, mais que nous le gaspillons dans ce qui n'a pas d'importance. Si tu mets ta vie au centre de ta scène, cela signifie que chaque jour, tu choisis consciemment où investir ton énergie. Cela signifie que tu arrêtes de vivre pour impressionner et que tu commences à vivre pour grandir. Que tu ne te déplaces plus par peur de la désapprobation, mais par la clarté de savoir ce que tu veux vraiment construire. Regarde-le ainsi. Si aujourd'hui était le dernier jour de ta vie, agis-tu en accord avec ce qui compte vraiment pour toi ou te contentes-tu de suivre un script écrit par d'autres? Mettre ta vie en avant n'est pas une question d'égoïsme, c'est une question de responsabilité. Il s'agit de comprendre que tant que tu vis en fonction du regard des autres, tu renonces à l'opportunité d'expérimenter ta véritable liberté. Lorsque tu assumes ton centre, tu n'as pas besoin de crier ni de te justifier. Ta présence, tes limites et tes actions parlent plus fort que n'importe quel mot. Le pratiquer dans la vie quotidienne peut commencer par des décisions simples. Dire non à ce qui ne correspond pas à tes valeurs. Réserver du temps pour ce qui te nourrit vraiment, même si les autres ne le comprennent pas. Reconnaître tes réussites sans attendre d'applaudissements. Tu n'as pas à changer le monde pour prouver ta valeur. Tu dois te rappeler tous les jours que ta vie t'appartient. Et que la seule scène qui compte est celle qui se lève en toi. Parce qu'au moment où tu te places au centre, tout ce qui ne sert pas se dissout et ce qui reste est l'authentique, ton histoire, ta voix et ta vérité. 2. Fais de ta voix intérieure un refuge et non une tranchée. Imagine que tu vis dans une maison avec des murs qui parlent. Chaque fois que tu fais un pas, ces murs te murmurent des mots. Parfois, ce sont des phrases qui t'encouragent, comme un refuge chaleureux au milieu d'une tempête. Mais d'autres fois, ces mêmes murs deviennent un écho cruel, qui critique, qui blesse et qui te rappelle tes erreurs avec une dureté que personne à l'extérieur ne pourrait égaler. Cette maison, c'est toi, et ces murs sont ta voix intérieure. Si tu la transformes en ennemi, tu vivras en guerre avec toi-même. Mais si tu décides de la transformer en refuge, ta vie se remplit de calme et de force pour affronter ce qui vient. L'erreur commune de beaucoup est de croire que la voix intérieure doit disparaître, qu'il s'agit de la faire taire complètement. Les stoïciens ne pensaient pas ainsi. Ils savaient que cette voix ne s'éteint jamais, mais qu'elle peut être éduquée. Épictète disait que ce ne sont pas les choses qui nous blessent, mais l'opinion que nous avons d'elles.
ta voix intérieure est précisément cette opinion. Si chaque pensée qui surgit dans ton esprit est une balle qui te tire dessus, il n'y aura jamais de paix. Mais si chaque pensée est traitée comme un conseil que tu peux accepter ou rejeter, alors tu trouves le contrôle. Fais de cette voix un allié. Tu n'as pas besoin qu'elle te flatte constamment. Il ne s'agit pas de remplir ton esprit de phrases vides d'optimisme. Il s'agit de te parler avec respect et réalisme. Quand tu échoues, ne deviens pas ton bourreau. Reconnais l'erreur, analyse ce qui a mal tourné et continue. Une voix qui devient un refuge ne cache pas les faux pas, mais ne les amplifie pas non plus. Elle te rappelle que tu es humain, que chaque chute fait partie de l'apprentissage et que l'important n'est pas le coup, mais la façon dont tu te relèves. La plupart des batailles que nous menons ne se déroulent pas dans le monde extérieur, elles se déroulent en nous. Tu peux feindre la confiance devant les autres, mais si ta voix intérieure te répète jour après jour que tu ne vaux pas assez, tôt ou tard cette blessure se reflète dans ta façon de vivre. C'est là que la pratique stoïcienne entre en jeu, entraîner l'esprit à être juste avec toi-même. Si tu ne serais pas capable de parler cruellement à quelqu'un que tu aimes, pourquoi le fais-tu avec toi-même? La cohérence commence par la façon dont tu te parles. Transformer cette voix en refuge signifie aussi la remettre en question. Tout ce que tu penses n'est pas vrai. Souvent, ton esprit répète des jugements hérités d'autres, des critiques que tu as entendues enfant, des comparaisons que quelqu'un a faites de toi, des exigences que la société t'a imposées. Et sans t'en rendre compte, cette voix est devenue l'écho de l'étranger. Mettre ta vie en ordre implique de filtrer ce bruit et de garder ce qui te construit. Lorsque tu y parviens, ta voix intérieure cesse d'être une tranchée qui tire des reproches et devient un mentor qui te guide avec fermeté. Un exercice pratique est de t'arrêter chaque fois que tu te parles durement et de te demander « Dirais-je ces mots à quelqu'un que j'aime ?» Si la réponse est non, alors remplace-les par une version plus juste, pas douce, mais équilibrée. La discipline n'est pas la même chose que la cruauté. Un mentor te corrige pour que tu grandisses, pas pour te détruire. Dans la vie quotidienne, cela se reflète dans la façon dont tu t'accompagnes en silence. Lorsque tu es seul, lorsque tu fais face à une difficulté, lorsque tu commets une erreur, observe le ton de ton dialogue interne. Cela sera la mesure de ta force. Parce que le monde peut te critiquer, peut te rejeter ou même peut t'applaudir sans que tu le mérites, mais à la fin de la journée, ce qui détermine ta paix est la voix qui résonne en toi. Fais de cette voix un refuge, et tu trouveras un allié qui te soutiendra même dans tes nuits les plus sombres. 3. Construis la confiance en respectant tes propres paroles. Pense à ta parole comme à une clé. Chaque fois que tu promets quelque chose et que tu le tiens, cette clé ouvre une porte vers une version plus forte de toi-même. Mais chaque fois que tu romps ce que tu as dit, cette clé rouille et laisse fermer les portes qui auraient pu te mener plus loin. La confiance ne naît pas de ce que tu dis devant les autres, mais de ce que tu fais quand personne ne te regarde. Et la vérité est qu'il n'y a pas de trahison plus dure que celle que tu commets contre toi-même lorsque tu promets quelque chose et que tu l'ignores. Tout le monde veut être une personne digne de confiance envers les autres. Mais peu comprennent que la véritable confiance commence à l'intérieur. Si tu ne tiens pas ce que tu dis devant le miroir, tôt ou tard, ce manque de fermeté se projette dans tes actions, dans ton travail et même dans tes relations. C'est comme construire un bâtiment avec des fondations en papier, aussi beau soit-il, n'importe quel vent le renverse. Tenir ta parole envers toi-même, c'est mettre de l'acier dans ses fondations, c'est assurer que ce que tu soutiens est solide. Les stoïciens le savaient, il n'y a pas de vertu sans cohérence. Marc Aurèle répétait que la vie devait être alignée avec la raison et les principes que l'on professe. Il ne sert à rien de te déclarer discipliné si, dans le silence de tes jours, tu fais le contraire. Chaque promesse non tenue est un coup porté à ta crédibilité interne, et chaque promesse tenue, aussi minime soit-elle, est une brique dans la construction de ton caractère. Il ne s'agit pas de grands gestes, il s'agit de constance silencieuse. La plupart échouent
parce qu'ils se laissent tromper par des excuses confortables. Ils se convainquent que commencer demain est la même chose que commencer aujourd'hui, que ce n'est pas grave s'ils rompent une petite promesse, qu'il y aura du temps plus tard. Mais l'inconscient ne se trompe pas. Chaque fois que tu cèdes, tu enregistres un signal. Je ne peux pas me faire confiance. Et ces signaux s'accumulent jusqu'à ce qu'un jour, l'estime de soi se brise. Au contraire, chaque fois que tu tiens ta parole, même si personne ne le remarque, tu enregistres un message opposé. Je suis quelqu'un qui tient sa parole. Cette voix devient une force silencieuse et peu à peu elle commence à te soutenir, même dans les moments difficiles. L'essentiel ici n'est pas la quantité, c'est le respect. Respect pour ta parole. Ne jure pas des choses que tu sais que tu ne tiendras pas, car cela revient à semer la ruine en toi. Fais des engagements clairs, possibles, et tiens-les avec le sérieux avec lequel tu tiendrais une promesse faite à quelqu'un que tu aimes. Si tu dis que tu feras de l'exercice, fais-le. Si tu décides de travailler sur ton projet, même une demi-heure, fais-le. La grandeur ne vient pas d'un changement abrupt, elle vient de la somme de ces petites victoires quotidiennes qui semblent insignifiantes, mais qui, ensemble, construisent le caractère. Tenir ta parole envers toi-même, c'est devenir ton meilleur allié. Quand tu sais que ce que tu dis se transforme en action, tu n'as plus besoin de te convaincre avec des discours vides, ni de chercher la validation externe. Ta confiance devient inébranlable parce qu'elle est fondée sur des faits. C'est là la véritable liberté, savoir que tu peux compter sur toi-même en toutes circonstances. Et quand tu arrives à ce point, tu découvres qu'il n'y a pas de mur ni d'obstacle qui puisse t'arrêter, parce que ta propre parole est suffisante pour te maintenir debout. 4. Conquérir la liberté en apprenant à dire non. Une rivière ne devient pas un océan en se laissant emporter par chaque détour qu'elle rencontre sur son chemin. Si elle le faisait, elle perdrait son cours, se diviserait en flaques et finirait par disparaître avant d'atteindre sa destination. La force de la rivière réside dans sa capacité à savoir où elle coule et à rejeter ce qui la disperse. Il en va de même pour ta vie. Si tu n'apprends pas à dire non, tu finiras par donner ton temps, ton énergie et ta paix à tout ce qui ne te rapproche pas de ce qui compte vraiment. Le oui constant peut sembler généreux, mais il est souvent la chaîne invisible qui te maintient prisonnier. Dire non n'est pas un acte de rébellion, c'est un acte de clarté. Celui qui ose refuser ce qui ne correspond pas à ses valeurs conquiert une forme de liberté que peu de gens connaissent. La liberté de choisir son propre chemin. Le problème est que la plupart des gens craignent le rejet. Ils pensent qu'un non brise les liens, déçoit, les fait passer pour égoïstes. Mais la réalité est plus dure. Si tu ne te refuses jamais, tu finis par te perdre toi-même. Le prix à payer pour plaire à tout le monde est de te retrouver vide, portant des responsabilités qui ne sont pas les tiennes et vivant une vie que tu n'as pas choisie. Les stoïciens comprenaient que la maîtrise de soi passait par le refus de se laisser emporter par les désirs et les demandes externes. Épictète disait que la liberté commence lorsque nous cessons de dépendre de ce que nous ne contrôlons pas. Et l'un des plus grands actes de contrôle réside dans la capacité de décider à quoi tu dis oui et à quoi tu dis non. Chaque oui que tu prononces sans conviction est une trahison silencieuse de ton but, et chaque non ferme est un rappel que ta vie t'appartient. Dire non est aussi une forme de respect. Respect envers toi, ton temps et ton énergie, parce que tout ne mérite pas ton attention. Toute invitation ne doit pas être acceptée, toute exigence ne doit pas être satisfaite, toute relation ne doit pas être maintenue. Quand tu apprends à refuser sans culpabilité, tu te rends compte que les liens qui comptent vraiment ne disparaissent pas, mais se renforcent. Celui qui te valorise respecte tes limites. Celui qui se fâche parce que tu n'as pas tout accepté n'a jamais été là pour toi, mais pour ce qu'il obtenait de toi. La peur de dire non naît de l'habitude de mettre les autres avant toi. Et cette habitude détruit l'amour-propre. Ce n'est pas un égoïsme sain qui manque, mais un manque de dignité envers ta propre vie. Parce que si tu ne défends pas ton espace, personne ne le fera pour toi.
Le monde va toujours demander plus, il va toujours réclamer un peu plus de ton temps, de ton attention, de ton effort. Si tu ne sais pas refuser, ils vont te vider. Et une personne vide ne peut pas aimer, ne peut pas grandir et ne peut pas se soutenir. Pratiquer ce principe dans la vie quotidienne commence par le courage. Il commence par regarder ton agenda et te demander « Est-ce que je fais ça par conviction ou par peur ?» Si c'est par peur, alors la réponse doit être non. Il commence par reconnaître que tu n'as pas besoin de justifier chaque refus, que ta paix est une raison suffisante. Il commence par comprendre que ta vie n'est pas là pour être la monnaie d'échange des attentes des autres. Chaque non prononcé avec fermeté est une porte que tu fermes à l'épuisement, mais aussi une porte que tu ouvres vers ta liberté. Et dans cette liberté, tu découvres un pouvoir que personne ne peut te prendre. Celui de choisir comment, avec qui et à quoi tu veux passer les jours qui forment ton existence. Dire non, c'est défendre ton cours. C'est assurer que la rivière de ta vie ne se perde pas dans des flaques inutiles, mais qu'elle continue à couler avec force jusqu'à devenir un océan. 5. Trace des frontières qui protègent ta paix. Un jardin ne fleurit pas si n'importe qui peut entrer et piétiner ses fleurs. Pour qu'il grandisse fort, il a besoin d'une limite, d'une clôture qui le protège de ce qui le détruit. La paix intérieure fonctionne de la même manière. Tu ne peux pas espérer que ton esprit et ton cœur restent fermes si tu ne traces pas des frontières claires qui protègent ce qui est précieux pour toi. Laisser ta vie ouverte à tout et à tous, c'est inviter le chaos à s'installer en toi. Les frontières ne sont pas des murs qui t'isolent, ce sont des lignes de respect qui définissent jusqu'où tu vas et où commencent les autres. Beaucoup pensent que poser des limites est un acte de froideur ou d'égoïsme, mais en réalité, c'est un acte d'amour de soi. Celui qui ne sait pas les établir finit par porter des responsabilités étrangères, tolérer des comportements nuisibles et permettre aux autres de décider pour lui. La vérité est qu'il n'y a pas de paix possible sans le courage de dire « pas ici ». Les stoïciens comprenaient que la sérénité dépendait du contrôle de soi et de la clarté pour distinguer ce qui nous appartient de ce qui ne nous appartient pas. Marc Aurèle écrivait que nous ne devions pas permettre que les actions des autres perturbent notre esprit. Et c'est précisément ce que tu accomplis avec des limites fermes. Protéger ton espace intérieur de tout ce qui n'est pas sous ton contrôle. Personne ne peut te voler la paix si tu ne la lui donnes pas. Le problème est que beaucoup de gens confondent patience et endurance illimitée. Ils pensent qu'être bon signifie tout supporter, même ce qui les blesse, mais la véritable bonté ne consiste pas à se sacrifier, mais à vivre en cohérence. Lorsque tu te permets de franchir constamment tes propres limites, ce que tu démontres n'est pas de l'amour, mais de la faiblesse. Et cette faiblesse te coûte tôt ou tard sous forme de ressentiment, d'anxiété ou de fatigue extrême. Tracer des frontières, c'est aussi reconnaître ta valeur. Si tu laisses n'importe qui parler de toi avec mépris, envahir ton temps sans considération ou te manipuler avec de la culpabilité, ce que tu dis en silence, c'est que ta vie vaut moins. Le respect que les autres te donnent est le reflet du respect que tu te demandes à toi-même. C'est pourquoi celui qui apprend à poser des limites commence à remarquer un changement profond. Il attire des relations plus saines, éloigne ce qui lui enlève et gagne en clarté pour consacrer son énergie à ce qui compte vraiment. Pratiquer ce principe ne nécessite pas de discours agressif, mais une fermeté constante. Cela signifie apprendre à dire non calmement, sans avoir besoin d'explications interminables. Cela signifie abandonner l'idée que tu dois justifier ton droit à être en paix. Cela signifie savoir te retirer d'une conversation toxique, d'un engagement qui te vide ou d'une personne qui n'apporte que des conflits. Chaque fois que tu choisis ta tranquillité sur l'approbation externe, tu renforces la clôture de ton jardin intérieur. N'oublie pas que tracer des frontières ne protège pas seulement de l'extérieur, cela ordonne aussi l'intérieur. Cela t'oblige à revoir ce que tu acceptes, ce que tu tolères et ce que tu es prêt à laisser derrière toi.
Et dans ce processus, tu découvres quelque chose d'essentiel. La paix ne se trouve pas, elle se construit. Elle n'apparaît pas de nulle part. Elle se cultive jour après jour dans la manière dont tu décides de prendre soin de toi. Au final, celui qui ne protège pas son jardin finit par perdre ses fleurs. Mais celui qui trace des frontières découvre que la paix ne dépend pas de l'ordre extérieur, mais de la force d'empêcher ce qui est à l'extérieur de détruire ce qui vit à l'intérieur. Tes limites sont l'affirmation la plus claire que ta vie mérite du respect, et tant que tu les maintiens, ta paix sera un territoire sacré que personne ne pourra envahir. 6. Libère-toi de ceux qui ne savent que soustraire. Un bateau qui navigue chargé de lest n'atteint jamais sa véritable destination. Quel que soit le cap fixé par le capitaine, quel que soit le vent qui souffle en sa faveur, ce poids inutile le fait couler peu à peu et le rend lent, maladroit et vulnérable face à n'importe quelle tempête. Il en va de même pour les personnes que tu portes dans ta vie et qui ne font que soustraire. Elles se présentent comme une compagnie, mais en réalité, elles sont des ancres déguisées en soutien. S'accrocher à elles, c'est comme vouloir voler avec des pierres dans les poches. Il est impossible d'avancer librement. Se libérer de ceux qui ne font que soustraire n'est pas un acte de cruauté, c'est un acte de survie. Beaucoup confondent la loyauté avec la résignation et se convainquent qu'ils doivent supporter des liens qui les épuisent, parce qu'à un moment donné, ces personnes étaient là, ou parce qu'il existe un engagement tacite. Mais l'amour-propre exige de la clarté. Si quelqu'un éteint ton énergie, bloque ta croissance ou blesse ta valeur, le garder près de toi, c'est te saboter toi-même. Les stoïciens savaient que l'environnement façonne l'esprit. Épictète conseillait d'éviter ceux qui corrompent la discipline ou dévient de la vertu. Non pas parce qu'il détestait les gens, mais parce qu'il comprenait que la compagnie que tu choisis peut renforcer ou détruire ton caractère. Si tu passes trop de temps avec ceux qui critiquent, manipulent ou soustraient, tôt ou tard, leur voix devient un écho en toi. Et alors, tu n'as plus besoin qu'on te détruise de l'extérieur, parce que tu as appris à le faire tout seul. Le problème est que nous justifions souvent ces personnes. Nous disons qu'ils sont de la famille, qu'ils sont dans notre vie depuis des années, qu'ils changeront peut-être. Mais la réalité est que les faits pèsent plus que les promesses. Une personne qui te vole constamment la paix ne cesse de le faire parce que tu le souhaites. La laisser entrer à chaque fois, c'est lui ouvrir la porte à l'usure. Et l'usure silencieuse est la plus dangereuse, parce qu'elle la normalise jusqu'à ce qu'un jour tu te réveilles vide, sans savoir comment tu es arrivé là. Te libérer ne signifie pas haïr, ni souhaiter du mal. Cela signifie lâcher prise. Cela signifie comprendre que tu n'as pas à traîner des liens qui ont déjà accompli leur cycle. Cela signifie reconnaître que ta vie est trop courte pour la gaspiller à soutenir ce qui t'affaiblit. Il ne s'agit pas d'accumuler du ressentiment, mais de faire de la place. De la place pour ta croissance, pour de nouvelles connexions, pour la tranquillité que tu mérites. En pratique, se libérer commence par une étape simple, identifier. Demande-toi qui apporte et qui consomme, non pas d'un point de vue égoïste, mais avec la clarté de reconnaître si cette relation te rapproche ou t'éloigne de ta meilleure version. Une fois identifié, l'étape suivante est de mettre de la distance. Parfois ce sera graduel, parfois ce sera définitif, mais ce sera toujours nécessaire. Parce que la vie ne te récompense pas pour la patience mal comprise, mais pour le courage de rompre avec ce qui te tire vers le bas. Beaucoup craignent de se retrouver seuls s'ils s'éloignent de ceux qui soustraient, mais c'est une illusion. La solitude temporaire qui survient après être écarté de liens toxiques est un pont vers des relations plus saines. C'est le silence nécessaire pour entendre ta propre voix sans interférence. Et quand tu apprends à te soutenir dans ce silence, tu découvres que tu n'as jamais été vraiment seul. Ce qui manquait, c'était ta propre compagnie. Celui qui se libère de ce qui soustrait découvre une légèreté qu'il ne connaissait pas. Il marche plus vite, respire plus profondément, pense plus clairement. Et cette légèreté n'est rien d'autre que le poids de la vie vécue en cohérence. Parce que tu ne peux pas avancer vers ta destination si tu portes avec toi des charges qui ne t'appartiennent pas.
Le bateau qui apprend à lâcher le lest trouve la force d'atteindre l'océan. Et toi, en te libérant de ceux qui ne savent que soustraire, tu trouves enfin la liberté d'avancer vers ce que tu mérites. 7. Remplacer le juge interne par un mentor sage. Un miroir peut être un allié ou un ennemi. Si chaque fois que vous vous regardez, vous ne voyez que des défauts, le reflet devient un bourreau impitoyable. Mais si vous l'utilisez pour observer clairement, le miroir se transforme en un outil de croissance. C'est ainsi que fonctionne votre voix intérieure. Elle peut être un juge impitoyable qui vous condamne à chaque pas, ou un mentor sage qui vous guide vers une meilleure version de vous-même. Le choix ne réside pas dans ce qui vous arrive, mais dans la façon dont vous décidez d'interpréter votre propre regard. Beaucoup vivent sous la tyrannie de ce juge interne qui n'est jamais satisfait. Une voix qui critique sans cesse, qui rappelle chaque erreur et qui magnifie chaque faiblesse. Ce juge est impitoyable, il n'accorde pas de seconde chance et ne reconnaît pas les progrès. Il est curieux que vous ne parleriez jamais avec la même dureté à quelqu'un que vous aimez. Cependant, avec vous, vous n'avez pas de compassion. Et ce déséquilibre devient un poison silencieux qui détruit votre confiance. Le stoïcisme enseigne que ce qui nous affecte ne sont pas les faits, mais l'interprétation que nous en faisons. Si votre voix intérieure transforme chaque faux pas en une condamnation, vous vivez enfermé dans votre propre esprit. Mais si vous apprenez à remplacer le juge par un mentor, chaque faux pas devient une leçon, chaque erreur, un rappel de comment s'améliorer, chaque faiblesse, un domaine de travail. Le même fait peut être utilisé pour vous enfoncer ou pour vous relever, et la différence réside dans l'attitude avec laquelle vous vous parlez. Changer le juge interne ne signifie pas vous tromper avec un optimisme vide. Il ne s'agit pas de vous répéter que tout va bien quand ce n'est pas le cas. Un mentor sage ne vous ment pas mais ne vous détruit pas non plus. Il indique fermement ce que vous devez corriger, mais il le fait avec l'intention de vous aider à grandir, pas de vous enfoncer. C'est la différence cruciale. Le juge punit, le mentor guide. Et votre tâche est d'éduquer cette voix intérieure jusqu'à ce qu'elle cesse d'être un fouet et devienne une boussole. Le problème est que la plupart des gens ne remettent pas en question cette voix. Ils croient que tout ce qu'ils pensent est vrai, que si leur esprit leur dit qu'ils ne valent rien, alors c'est vrai. Mais les pensées ne sont pas des faits, ce sont des interprétations. Et ces interprétations sont souvent contaminées par des expériences passées, des critiques d'autrui et des croyances qui ne vous appartiennent pas. C'est pourquoi, chaque fois que votre juge interne parle, demandez-vous, est-ce que cela m'aide à grandir ou est-ce que cela me paralyse ? Si cela ne fait que vous enfoncer, ce n'est pas de la sagesse, c'est du bruit que vous devez transformer. Pratiquer cette leçon dans la vie quotidienne exige de la conscience. Cela exige de vous arrêter au milieu de la critique interne et de la rediriger. Si vous échouez à quelque chose, au lieu de vous répéter « je suis inutile », changez-le pour « cela a mal tourné, j'ai besoin de m'améliorer à ce niveau ». Le changement semble petit, mais l'impact est énorme. Parce qu'au lieu de vous condamner, vous vous donnez des outils pour avancer. Et avec chaque ajustement de cette voie, votre confiance se renforce. Un mentor sage en vous célèbre également vos progrès. Il n'ignore pas vos réalisations et ne les minimise pas. Il reconnaît l'effort que vous avez fait, même s'il reste encore du chemin à parcourir, parce que la motivation ne naît pas de coups constants, mais d'un mélange d'exigence et de reconnaissance juste. C'est cette voie qui vous pousse à continuer à grandir sans tomber dans le piège de l'autodestruction. Lorsque vous remplacez le juge interne par un mentor, votre esprit cesse d'être un champ de bataille et devient un atelier d'apprentissage. Vous ne vivez plus en vous défendant de vous-même, mais en travaillant avec vous-même. Et ce changement transforme tout, parce que vous découvrez que la plus grande force ne vient pas de vaincre les autres, mais de devenir votre propre allié. 8. Fais de l'auto-soin ton rituel de pouvoir quotidien. Un guerrier ne va pas au combat avec une armure brisée ou un corps faible. Avant de faire face au monde, il doit préparer ses armes, renforcer ses muscles et aiguiser son esprit. Toi aussi, tu mènes des batailles tous les jours, au travail, dans tes relations, dans tes décisions.
Et si tu arrives à ces batailles sans prendre soin de toi, sans énergie et sans clarté, tu deviens ton propre ennemi. L'auto-soin n'est pas de l'indulgence, c'est l'armure qui te protège et la source qui nourrit ta force. Le transformer en rituel quotidien, c'est affirmer que ta vie mérite attention, respect et discipline. Le problème, c'est que beaucoup confondent l'auto-soin avec le confort. Ils pensent qu'il s'agit de se reposer sans mesure, de chercher des plaisirs immédiats ou d'éviter les responsabilités. Mais le véritable auto-soin est exigeant. Cela signifie dormir le nécessaire même si tu veux rester devant l'écran, manger ce qui nourrit même si c'est plus facile de manger ce qui est nocif, exercer ton corps même si la paresse t'appelle. C'est de la discipline appliquée à toi-même, parce que tu reconnais que ton corps et ton esprit sont la base de tout ce que tu fais. Les stoïciens comprenaient que la force de l'esprit dépendait aussi de la force du corps. Ils ne cherchaient pas l'excès ni le luxe, mais l'équilibre. Marc Aurèle parlait de prendre soin de l'esprit comme d'un espace sacré et de maintenir le corps prêt à accomplir son devoir. L'auto-soin quotidien est exactement cela. Un rappel que la vie ne se soutient pas par la négligence, mais par une préparation constante. Chaque action que tu fais pour prendre soin de toi est une déclaration silencieuse d'amour de soi. Faire de l'auto-soin un rituel implique de la constance. Il ne suffit pas de prendre soin de toi de temps en temps, comme si c'était une récompense pour avoir trop supporté. Il doit s'agir d'une pratique quotidienne, aussi naturelle que respirer. Tout comme un guerrier aiguise son épée chaque matin, tu as besoin de nourrir ton esprit avec des pensées claires, ton corps avec de l'énergie et ton esprit avec du calme. La répétition transforme le soin en habitude et l'habitude en pouvoir. Pense à ta journée comme à une bataille que tu ne peux pas éviter. Avec quelles armes te présentes-tu? Si tu arrives épuisé, avec l'esprit plein de bruit et le corps négligé, tu perds avant de commencer. Mais si tu te consacres chaque jour à prendre soin de ton énergie, de tes pensées et de ta paix, tu arrives préparé. Et cette préparation ne te permet pas seulement de résister, mais d'avancer avec assurance. L'auto-soin, c'est aussi poser des limites. C'est reconnaître quand tu as besoin de t'arrêter, quand tu dois t'éloigner de ce qui te draine, quand il est temps de recharger avant de continuer. Ne pas le faire, c'est comme demander à un cheval de courir sans eau ni repos. Tôt ou tard, il s'effondre. Tu n'es pas une machine, tu es un être humain, et prendre soin de toi n'est pas une faiblesse, c'est de l'intelligence. En pratique, tu peux commencer par de petites actions mais constantes. Consacre quelques minutes à respirer en silence, à lire quelque chose qui nourrit ton esprit, à bouger ton corps, à être reconnaissant pour ce que tu as. Tu n'as pas besoin d'heures, tu as besoin d'intention. L'important est qu'il y ait chaque jour un espace, aussi minime soit-il, réservé exclusivement pour toi. Cet espace devient une racine, et de cette racine grandit tout le reste. Quand tu fais de l'auto-soin un rituel quotidien, ta vie change de manière profonde. Tu n'arrives plus à chaque jour en te traînant, mais préparé. Tu n'attends plus que les autres te soutiennent, parce que tu as appris à te soutenir toi-même. Et cette capacité est du pur pouvoir. Le pouvoir d'affronter le monde avec clarté, avec force et avec la certitude que peu importe ce qui se passe à l'extérieur, à l'intérieur, tu auras toujours un lieu de soin et de force auquel revenir. Merci d'être resté jusqu'à